Dans le vol du soir pour New York, la cabine de première classe s'enfonçait peu à peu dans une tension palpable. Serena Callahan, la jeune et célèbre PDG, luttait désespérément pour calmer son fils Henry, âgé de quelques mois. En vain, ses pleurs déchiraient le silence, attirant des regards irrités des passagers et des sourires gênés des hôtesses de l'air. Serena serra les lèvres, le cœur noué par la peur face à la colère grandiose dans la cabine. Puis, au milieu de cette atmosphère étouffante, Nathan Corbin, un père célibataire assis en classe économique, se leva et s'avança. Son geste laissa tout le monde sans voix. Un soir d'automne, l'aéroport Logan de Boston baignait dans une lumière dorée tandis que les passagers montaient à bord du vol 743 à destination de New York. Parmi eux se trouvait Serena Callahan, 34 ans, dont la présence imposait le respect même dans l'anonymat des voyageurs. Son blazer blanc sur mesure évoquait les salles de conseil et les décisions à milliards de dollars. Ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, captaient la lumière des néons tandis qu'elle progressait dans l'allée étroite avec une grâce exercée. Dans ses soutiens-gorge, enveloppé dans une couverture en cachemire plus chère que le loyer mensuel de la plupart des gens, dormait Henry Callahan, 3 mois, son petit visage paisible. Serena avait bâti son empire dans la finance grâce à sa détermination et son intelligence, transformant un modeste héritage en une entreprise classée aux fortunes 500 avant ses 30 ans. La presse économique la surnommait la « reine de glace de Wall Street », un titre qu'elle portait comme une armure. Mais sous cette apparence polie, l'épuisement tiraillerait chacun de ses muscles. Elle n'avait pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis la naissance d'Henry, et la fusion imminente à New York pouvait faire ou défaire l'avenir de son entreprise. Les documents du contrat dans son attaché-caisse en cuir représentaient 18 mois de négociations, et elle ne faisait confiance à personne d'autre pour les gérer. Le père d'Henry avait disparu dès qu'elle lui avait annoncé sa grossesse, ne laissant derrière lui qu'un message laconique sur son incapacité à assumer la paternité. Le rejet l'avait moins blessée que le timing, c'était le moment où elle avait enfin osé croire que quelqu'un pouvait aimer à la fois la femme et la PDG qu'elle était. Installée au siège de A, Henry blotti contre sa poitrine, Serena chassa ses pensées. Elle avait appris depuis longtemps que la vulnérabilité était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Plus loin, en classe économique, Nathan Corbin aidait sa fille de 7 ans, Astrid, à attacher sa ceinture. À 36 ans, Nathan dégageait la confiance tranquille de quelqu'un qui avait affronté des épreuves et en était sorti plus fort. Ses mains, marquées par des années de métier de pompier, bougeaient avec une précision douce tandis qu'il glissait le livre préféré d'Astrid dans la poche du siège devant elle. La fillette levait vers lui des yeux brillants, curieux et sans peur, qui rappelaient ceux de sa mère disparue. Nathan avait quitté les pompiers 3 ans plus tôt, après la mort de Claire dans un incendie d'entrepôt où il intervenait. L'ironie cruelle ne lui avait pas échappé. Il avait sauvé des dizaines d'inconnus, mais n'avait pu sauver sa propre femme. Depuis, il avait reconstruit leur vie pièce par pièce, travaillant comme ingénieur mécanique indépendant tout en veillant à ce qu'Astrid ne doute jamais de son amour. Ce voyage à Boston était lié à une mission de conseil, juste assez rémunérée pour payer les cours de piano d'Astrid pendant 6 mois. Ils rentraient dans leur petit appartement du Queens, où les photos de Claire souriaient encore sur la cheminée et où les dessins d'Astrid couvraient le réfrigérateur. L'avion s'éloigna du terminal tandis que les hôtesses terminaient les démonstrations de sécurité. En première classe, l'atmosphère était celle d'un luxe discret, des cadres d'entreprise ouvraient déjà leurs ordinateurs, des avocats reliaient des dossiers, le froissement feutré de tissus coûteux accompagnant les passagers s'installant pour le vol de 90 minutes. Les lumières de la cabine s'atténuèrent, baignant l'espace d'une lueur chaude. Tout semblait parfaitement orchestré. Puis Henry se réveilla. Le premier cri brisa le calme comme une pierre traversant une vitre. Le corps de Serena se raidit instantanément, son système nerveux inondé par la panique particulière aux jeunes mères dans les lieux publics. Elle souleva Henry contre son épaule, tapotant son dos selon le rythme appris au fil de vidéos YouTube visionnées à 3 heures du matin. Mais les pleurs d'Henry ne firent qu'empirer, son petit visage se tordant de détresse. « Chut, mon cœur, maman est là », murmura Serena, sa voix à peine audible au-dessus des sanglots. Elle essaya tout, le biberon préparé, la tétine, le balancement doux qui fonctionnait parfois à la maison.
Rien n'y rentre. Henri semblait sentir son anxiété grandissante, et ses crises s'amplifièrent jusqu'à devenir le genre de hurlement qui faisait grimacer les autres parents par sympathie et les non-parents remettent en question leur choix de vie. Les tardives réactions passèrent. Une femme aux cheveux argentés assise en 3B, couverte de perles et de désapprobation, se tourna vers son compagnon avec un chuchotement théâtral destiné à être entendu. Pour ce qu'on paie en première classe, on pourrait s'attendre à un minimum de normes concernant les bébés à bord. Son compagnon, un homme dont la Rolex reflétait la lumière de lecture, hocha vigoureusement la tête. C'est inconsidéré. Certains d'entre nous ont des réunions importantes demain. De l'autre côté de l'allée, un capital risqueur que Serena reconnaissait d'une conférence de l'année précédente appuya déjà sur le bouton d'appel. Quand l'hôtesse, une jeune femme dont la plaque indiquait « Madison » arrive, il ne baissa pas la voix. « C'est inacceptable. Ne pouvez-vous rien faire? Peut-être les déplacer à l'arrière ?» Madison garde son sourire professionnel, ses yeux passant nerveusement des plaignants à Serena. « Je suis désolé pour la perturbation, monsieur. Peut-être puis-je vous apporter des casques anti-bruit en complément ?» Serena sentit son visage brûler d'humiliation. Ces gens étaient ses pairs, des personnes qui, 2 mois plus tôt, avaient applaudi son discours au sommet mondial de la finance. Maintenant, il la regardait comme une mère désespérée incapable de contrôler son enfant. Elle avait envie de se lever et de leur rappeler qui elle était, ce qu'elle avait accompli. Mais les cris d'Henri rendaient toute parole impossible. Son chemisier de créateur était déjà humide de sueur et de ce qu'elle soupçonnait être des régurgitations. L'homme en 2B, assez proche pour qu'elle sente son parfum agressif, se pencha vers elle. « Peut-être auriez-vous dû opter pour un jet privé si vous teniez à voyager avec un bébé. Certains d'entre nous tentent de travailler. » Il désigne son ordinateur où un tableau Excel affichait des chiffres que Serena, d'un coup d'œil, savait mal calculer. Les cris d'Henri atteignirent un nouveau sommet, le son rebondissant contre les parois de la cabine et semblant se multiplier. Serena sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle avait négocié avec des PDG du Fortune 100, fait face à des tentatives de rachat hostiles, bâti son entreprise à partir de rien. Mais elle ne pouvait pas calmer son propre fils. Le poids de son inadéquation l'écrasait comme une charge physique. Quel genre de mère ne pouvait pas réconforter son bébé? Qui était-elle vraiment, sous le vernis du succès? En 23C, Nathan entendit chaque cri avec la clarté de l'expérience. Il reconnaît le timbre particulier indiquant que le bébé était submergé, surstimulé, pris dans une boucle de détresse. À côté de lui, Astrid leva les yeux de son livre sur les dragons et les chevaliers. « Papa, ce bébé a l'air vraiment triste, » dit-elle doucement. « Comme moi après que maman soit partie au ciel. » La gorge de Nathan est serrée. Il se souvenait de ces nuits avec une vivacité douloureuse, Astrid sanglotant jusqu'à en perdre le souffle, son propre sentiment d'impuissance face à un chagrin trop grand pour une enfant de 4 ans. Il avait appris par essai et erreur ce qui fonctionnait, le rythme précis des mouvements, le bourdonnement grave qui semblait résonner avec quelque chose de primitif, la manière de tenir un enfant pour qu'il se sente en sécurité absolue. « Reste ici, mon cœur, dit-il à Astrid en défaisant sa ceinture. Je vais voir si je peux aider. » La marche de la classe économique à la première classe lui semble comme traverser un champ de bataille. Les hôtesses le regardèrent avec alarme lorsqu'il passa le rideau séparant les cabines. Les passagers ne s'aventuraient pas en première classe sans invitation. Mais Nathan avait passé des années à courir dans des bâtiments en flammes tandis que les autres en sortaient. Ce n'était rien en comparaison. La scène en première classe était pire qu'il ne l'avait imaginé. La jeune mère, il voyait qu'elle était jeune malgré son apparence sophistiquée, semblait au bord de l'effondrement. Ses mains tremblaient en imposant de donner le biberon à Henri, et il vit briller des larmes non versées dans ses yeux. Les autres passagers avaient formé un cercle de jugement autour d'elle, leur désapprobation aussi palpable que de la fumée. Nathan s'approche lentement, s'assure que Serena la voit arriver. Il garda sa voix basse et calme, le ton qu'il utilisait avec les victimes en état de choc. « Excusez-moi, madame. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais j'ai été à votre place.
Ma fille a traversé une phase où elle pleurait pendant des heures chaque nuit. Ça vous dérangerait si j'essayais quelque chose? Parfois, une autre paire de soutien-gorge fait toute la différence. Serena leva les yeux vers lui, et pendant un instant, son masque de PDG tombe complètement. Il vit une désolation brute, le genre qui poussait les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu envisager autrement. Elle jeta un regard autour de la cabine, vers tous les yeux qui l'observaient, et il la vit calculer le risque, confier son bébé à un parfait inconnu de la classe économique. Sa réputation était déjà en lambeaux pour la soirée. « Oui, je vous en prie », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Il s'appelle Henri. » Nathan prit le bébé avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé d'innombrables nuits à marcher avec des nourrissons coliqueux dans des couloirs sombres. La première à choisi qu'il fit fut d'ajuster la position d'Henri, le serrant contre sa poitrine de sorte que l'oreille du bébé soit contre son cœur. Puis il commença à bouger, non pas par des secousses frénétiques comme Serena l'avait fait, mais par un équilibre lent et régulier imitant la marche. « Salut, petit bonhomme », murmura Nathan, sa voix descendante dans un grondement grave. « Je sais. Le monde est trop grand et trop brillant, parfois, n'est-ce pas? Mais tu es en sécurité. Tout va bien. » Il se mit à fredonner. Une vieille berceuse que Claire chantait à Astrid, quelque chose que sa grand-mère irlandaise lui avait apprise. La mélodie était simple, répétitive, conçue pour s'accorder avec la respiration et les battements du cœur. La transformation ne fut pas instantanée, mais elle fut remarquable. Les cris d'Henri commencèrent à s'espacer, puis s'adoucir en sanglots. Nathan maintint le mouvement régulier, une main soutenant la tête d'Henri, l'autre tapotant doucement son dos. En moins de 3 minutes, les yeux du bébé se fermèrent. 5 minutes plus tard, Henri dormait, son petit poing agrippé au col de la chemise de Nathan. La cabine de première classe tombe dans un silence stupéfait. Même la femme aux cheveux argentés, qui c'était Claire, semblait figée, la bouche légèrement ouverte comme si elle avait oublié ce qu'elle allait dire. Le capital risqueur se référa lentement à son ordinateur. Madison, l'hôtesse, se tenait dans l'allée, les yeux brillants de larmes. « Je vole depuis 8 ans, dit Madison doucement. Et je n'ai jamais vu ça. Vous êtes comme un chuchoteur de bébé. » Nathan sourit légèrement, maintenant toujours le balancement doux. Même si Henri dormait profondément, il n'y avait pas de magie, juste de l'expérience et de la patience. Les bébés sentent le stress. Plus tout le monde s'énerve, plus ils pleurent. C'est un cercle vicieux. Il regardait Serena, qui le fixait comme s'il venait d'accomplir un véritable miracle. C'est un beau garçon. Juste submergé, c'est tout. Avec précaution, Nathan rend Henri à Serena, lui montrant la position exacte et le rythme à maintenir. Gardez-le bien haut comme ça pour qu'il entende votre cœur, et essayez de garder votre respiration lente et régulière. Il finira par s'y caler. Serena reprit son fils, ses mains plus stables maintenant. « Merci », murmura-t-elle. Et ces 2 mots portaient plus de poids que tous les contrats de millions de dollars qu'elle avait signés. Nathan se retourne pour retourner en classe économique, mais Madison l'arrête. « Monsieur, nous avons un siège libre ici, en première classe. Vu les circonstances, je pense que ce serait utile que vous restiez à proximité, au cas où. » Elle jeta un regard significatif à Serena, qui hocha rapidement la tête. « Ma fille est en 23C, dit Nathan. Je ne peux pas laisser seule. »« Je vais la chercher, » dit immédiatement Madison. « Il y a 2 sièges libres ensemble à la rangée 5. » Ainsi, Nathan se retrouva assis en première classe pour la première fois de sa vie, Astrid à ses côtés, les yeux écarquillés devant les sièges plus larges et l'espace pour les jambes. Elle avait apporté son livre, mais semblait plus intéressée par Henri, endormi paisiblement dans les bras de Serena. « Tu as fait une belle chose, papa, » murmura Astrid. « Maman serait fière. » La mention de Claire provoqua à Nathan la douleur familiale, mais elle était plus douce maintenant, adoucie par le temps comme un galet poli par la rivière. Elle aurait fait la même chose, mon cœur. Elle disait toujours qu'aider quelqu'un ne coûtait rien mais signifiait tout.
Serena entendit l'échange et sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Elle avait été si concentrée à maintenir son image, à être la PDG parfaite, qu'elle avait oublié la puissance simple de la gentillesse humaine. Cet homme, cet inconnu qui avait clairement ses propres luttes, l'avait vue se noyer et lui avait tendu une bouée sans hésiter. « Je m'appelle Serena », dit-elle doucement, pour ne pas réveiller Henry. « C'est la première fois que je voyage seule avec lui. En fait, c'est la première fois que je fais la plupart des choses seule avec lui. » Nathan, répondait-il avant de désigner sa fille. « Voici Astrid. C'est ma copilote dans à peu près tous ces temps-ci. » Astrid rayonna d'être présentée. « J'ai 7 ans et 3/4, annonçait-elle avec ce sérieux que les enfants ont pour marquer le temps. J'aime les livres sur les dragons, jouer du piano et aider papa à réparer des choses. Henry est très petit. » Étais-je aussi petite? Encore plus, dit Nathan. Tu es née 6 semaines trop tôt. Tu as passé ton premier mois en couveuse. Ta maman et moi faisions des tours de garde pour que tu ne sois jamais seule. Serena percevait le temps passé, la manière prudente dont il mentionnait sa femme. Elle reconnaît le rythme de la perte dans ses mots. Elle l'avait entendu dans sa propre voix en parlant de son père, mort quand elle avait 22 ans, juste avant qu'elle ne lance son entreprise. Il n'avait jamais vu son succès. Il ne savait pas qu'il avait élevé une fille qui conquiert Wall Street. Tu l'élèves seule, demande Serena avec douceur. Nathan hocha la tête. Depuis 3 ans. Sa maman était pompier, elle aussi. On travaille dans la même caserne. Il marque une pause, sélectionnant ses mots avec soin devant Astrid. Il y a eu un accident sur le travail. Claire n'en est pas sortie. Le poids de ces mots simples plana entre eux. Serena pensait à toutes les fois où elle s'était plainte de tout faire seule, alors que Nathan n'avait pas le choix. Je suis tellement désolée, dit-elle, sincèrement. Ça doit être difficile. Ça l'a été, reconnut Nathan. Certains jours, ça l'est encore. Mais on a trouvé notre rythme, n'est-ce pas, princesse? Il ébouriffa les cheveux d'Astrid. On a appris que les macaronis au fromage pour le petit déjeuner étaient parfaitement acceptables en cas d'urgence, que des chaussettes qui ne vont pas ensemble ne sont pas une crise, et que parfois, la meilleure chose à faire est simplement de se présenter et d'essayer de son mieux. Serena regardait Henry, toujours endormi paisiblement. Je ne sais pas comment bien faire ça. Je sais diriger une entreprise, lire les marchés et prédire les tendances. Mais quand je le regarde, j'ai peur de le briser d'une manière ou d'une autre. D'être insuffisant. Nathan se pencha, conspirateur. Puis-je te confier un secret? Cette peur ne disparaît jamais vraiment, mais ce n'est pas un défaut. C'est une caractéristique. Le fait que tu aies peur signifie que tu t'en soucies. Ce sont les parents qui pensent tout maîtriser qui m'inquiètent. Leur conversation fut interrompue par des turbulences, soudaines et violentes. L'avion chuta brusquement, puis fut projeté vers le haut. Les lumières de la cabine scintillèrent. Les passagers sursautèrent et agrippèrent leurs accoudoirs. Henry se réveilla en hurlant, son petit corps raide de peur. Serena paniqua, serrant Henry contre elle, ce qui ne fit qu'empirer ses cris. L'avion trembla à nouveau, plus violemment. Un verre se brise par terre. Les compartiments à bagages grincèrent de manière inquiétante dans le chaos. Serena sentit une terreur pure l'envahir, non seulement à cause des turbulences, mais à cause de cette perte totale de contrôle. Elle ne pouvait pas protéger Henry de cela. Elle ne pouvait pas négocier avec la gravité ni utiliser son influence contre le physique. Nathan a agi par pur instinct, affiné par des années de réponse aux urgences. Il se pencha, non pour prendre Henry, mais pour créer une bulle protectrice autour de la mère et de l'enfant. Un bras appuyé contre le siège de Serena, l'autre aidant à soutenir le poids d'Henry pour qu'elle ne doive pas lutter seule contre les mouvements violents. « Regarde-moi », dit-il fermement, son entraînement de secouriste prenant le relais. Serena, les yeux sur moi. Inspirez par le nez. Compte jusqu'à 4. Retiens. Expire par la bouche. Compte jusqu'à 4.
L'avion va bien. Ce sont des turbulences normales. Vous êtes en sécurité. Henri est en sécurité. Serena croisa son regard, trouvant une ancre dans la tempête. Ses yeux étaient stables, calmes, du genre qui faisait croire aux gens que tout irait bien, même quand les bâtiments brûlaient. Elle cala sa respiration sur son décompte. Peu à peu, sa panique s'apaise. Maintenant, Henri a besoin de sentir que tu n'as pas peur, continue Nathan, maintenant cette position protectrice alors que l'avion était secoué à nouveau. Chante quelque chose, n'importe quoi. Peu importe si tu chantes faux. Il a juste besoin d'entendre ta voix calme. L'esprit de Serena est devenu blanc. La seule chanson qui lui vint était un vieux chant folklorique que sa grand-mère lui chantait, une mélodie sur les navires à voile et les étoiles. Sa voix tremblante au début, à peine audible par-dessus le bruit des moteurs en tension. Mais Nathan hocha la tête avec encouragement, et Astrid, brave petite âme, se mit à fredonner, même si elle ne connaît pas les paroles. Lentement, progressivement, les cris d'Henri s'adoucissent. Les turbulences duraient encore 5 minutes qui semblaient des heures. Mais enveloppée dans ce cocon étrange de protection, la présence rassurante de Nathan, le fredonnement doux d'Astrid, sa propre voix trouvant de la force, Serena découvre quelque chose qu'elle avait perdu, la capacité d'être vulnérable sans être faible. Quand l'avion se stabilisa enfin, la voix du commandant retenue dans les haut-parleurs, s'excusant pour cette zone de turbulence inattendue et assurant que le pire était passé. Nathan se retira lentement, rendant son espace à Serena, mais elle sentit immédiatement le manque de sa sécurité. « Merci, dit-elle, puis elle se surprit à ajouter, « Je ne suis pas habituée à avoir besoin d'aide. »« Moi non plus, avoua Nathan. Après la mort de Claire, j'ai essayé de tout faire seule. J'ai failli m'épuiser avant de réaliser qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, mais de la sagesse. Nous ne sommes pas faits pour faire cela seuls. » Ces mots firent craquer la carapace que Serena avait construite autour de son cœur. Toute la pression qu'elle portait pour être parfaite, pour ne jamais montrer de faiblesse, pour prouver qu'elle pouvait tout avoir, lui semble soudain insupportablement lourde. À son horreur, elle sentit des larmes couler sur ses joues. « Je suis désolée, murmura-t-elle, mortifiée de pleurer en première classe devant des inconnus. Je ne fais pas ça d'habitude. Papa pleure parfois, aussi, intervint Astrid de manière factuelle. Il dit que les larmes, c'est juste de l'amour qui n'a nulle part où aller. Quand il manque à maman, il pleure, puis on fait du cacao et on regarde des photos et on se raconte des histoires heureuses. » Le visage de Nathan rougit légèrement à la révélation de sa fille, mais il ne la nia pas. Astrid, une raison. Pleurer fait partie de l'humanité. Même les PDG ont le droit d'être humains. Serena laissa échapper un son à mi-chemin entre le rire et le sanglot. « Je ne crois pas que ce soit dans mon contrat. Peut-être devrais-je renégocier. J'ai entendu dire que les avantages d'être humain incluaient des connexions authentiques, une joie véritable, et la capacité de demander de l'aide sans que le monde ne s'effondre, » dit Nathan avec un sourire doux. Ils parlèrent pendant le reste du vol, leur conversation coulant avec une aisance surprenante. Nathan lui parle de son travail d'ingénieur mécanique, de la manière dont il avait commencé à accepter des contrats qu'il pouvait faire de chez lui pour être là quand Astrid rentrait de l'école. Serena se surprit à s'ouvrir sur la solitude au sommet, sur la manière dont le succès était devenu une prison d'attente des autres. « Le pire, c'est que j'aime mon travail, avoua-t-elle. Je suis bonne. Mais tout le monde agit comme si je devais choisir, être une bonne PDG ou une bonne mère, comme si je ne pouvais pas faire les deux. »« Qui a dit que tu devais être bonne aux deux tout de suite ?» demanda Nathan. « Quand j'ai commencé mon cabinet de conseil en ingénierie, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Sous-facturation, surengagement, j'ai failli perdre tout le projet d'un client à cause d'un fichier corrompu parce que j'avais oublié de faire une sauvegarde. Mais chaque erreur m'a appris quelque chose. » Henri bougea dans les bras de Serena, faisant de petits bruits de bébé qui n'étaient pas tout à fait des pleurs. Sans qu'on le lui demande, Nathan fouilla dans son sac et en sortit un petit éléphant en peluche, utilisé par l'amour. C'était celui d'Astrid quand elle était bébé. On l'emporte pour les urgences. « Monsieur Cacahuète !» s'exclama Astrid.
Mais papa, c'est spécial. C'est exactement pour ça qu'Henri devrait l'avoir pour l'instant, dit Nathan. Les choses spéciales sont faites pour être partagées. En regardant Nathan glisser doucement l'éléphant à côté d'Henri, Serena sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Cet homme, qui avait toutes les raisons de s'accrocher aux vestiges de son passé, apprenait à sa fille la générosité face à la perte. C'était une forme de force qu'elle n'avait jamais vue dans ses salles de conseil. Alors que l'avion entamait sa descente vers New York, l'équipage se préparait pour l'atterrissage. Les mêmes passagers qui avaient lancé des regards noirs plus tôt jetaient maintenant des coups d'œil à Nathan avec quelque chose qui reflétait au respect. La femme aux cheveux argentés croisa même le regard de Serena et articula silencieusement « Quel beau bébé !» Madison s'approche avec un sourire chaleureux. « Nous atterrissons dans environ 10 minutes. » « Je voulais vous remercier, monsieur, dit-elle à Nathan. Vous avez transformé ce qui aurait pu être un vol misérable en quelque chose de vraiment spécial. » Après l'atterrissage, alors que les passagers se levaient pour récupérer leurs affaires, Nathan aida Serena avec ses bagages tandis qu'Astrid tenait soigneusement le sac à linge d'Henri. C'était une chose si simple, mais Serena réalisa qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait aidée sans rien attendre en retour. Dans le couloir de débarquement, Serena se tourne vers Nathan, soudain réticente à voir cette connexion inattendue se terminer. « J'aimerais vous proposer, à toi et à Astrid, de partager un taxi. J'ai une voiture qui m'attend. En fait, c'est le moins que je puisse faire. » Nathan hésita, et elle reconnut la fierté en lui. La même qui la poussait à refuser l'aide même quand elle se noyait. « C'est gentil à vous. Mais nous allons au Queens. C'est assez loin de votre route. En réalité, j'aimerais m'assurer que vous rentriez bien, tous les deux, dit Serena, se surprenant par sa propre honnêteté. Et Henri sembla assez attaché à Monsieur Cacahuète. Astrid leva les yeux vers son père avec des yeux suppliants. S'il te plaît, papa. Henri a besoin de Monsieur Cacahuète pour ce soir. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans la voiture de Serena. Astrid babillait avec excitation sur la foire scientifique de son école, tandis qu'Henri dormait paisiblement avec l'éléphant en peluche. Nathan croisa le sourire de Serena dans le reflet de la vitre et lui offrit un silencieux et compréhensif, comme s'il savait ce que c'était que de trouver une grâce inattendue dans des moments difficiles. Lorsqu'elles arrivèrent devant l'immeuble de Nathan à Queens, un complexe d'appartements modestes mais bien entretenus, Serena sentit une pointe de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Cela répondait à une faim, mais elle n'était pas prête à ce que ce soit le cas. « Voulez-vous monter pour ce cacao dont parlait Astrid ?» propose Nathan. « Attention, notre appartement n'a rien d'extraordinaire. Et il y a peut-être des Legos par terre. »« Papa, tu as passé l'aspirateur aujourd'hui, » protesta Astrid. « C'est très propre, et on a le bon cacao. Celui avec les mini guimauves. » Serena regardait Henri, toujours endormi paisiblement. Puis les visages pleins d'espoir de Nathan et d'Astrid. Son téléphone vibrait avec des emails concernant la réunion de fusion du lendemain, mais pour une fois, l'appel du travail lui semble moins urgent que ce moment. « J'adore les mini guimauves, » dit-elle. L'appartement était exactement comme elle l'avait imaginé, et en même temps totalement différent. Oui, il était petit et modeste, mais il était aussi chaleureux et vivant d'une manière que son pantouse ne l'était jamais. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur. Des photos ornaient la cheminée, Nathan et Claire le jour de leur mariage, Astrid bébé, des voyages en famille à la plage. C'était un foyer façonné par l'amour, la perte, et la décision de continuer malgré tout. Pendant que Nathan préparait le cacao et qu'Astrid montrait à Serena chacun de ses dessins, en raison des histoires derrière eux avec l'intensité d'une enfant de 7 ans, Serena se sentit se détendre d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Quand Henri se réveilla affamé, Nathan lui montra une autre façon de tenir le biberon qui semblait mieux fonctionner. Quand Henri s'agit ensuite, Astrid lui chanta la chanson que sa mère lui chantait. Sa jeune voix, douce et sûre, emplit la pièce. « Tu devrais venir à ma foire scientifique », annonce soudain Astrid. « Je fais un projet sur la manière dont les bâtiments restent debout même quand ils sont très grands. Papa m'aide avec les parties d'ingénierie. »
Astrid, Serena est très occupée, dit doucement Nathan. Elle dirige une grande entreprise. Mais Serena s'entend dire. C'est quand? Dans 2 semaines, vendredi? À 14h, dit Astrid avec enthousiasme. Il y a un goûter pour les parents après, mais papa doit partir tôt pour une réunion avec un client, alors je serai la seule sans quelqu'un au goûter. Mais ce n'est pas grave, parce que Madame Rodriguez a dit que je pouvais l'aider à ranger à la place. L'acceptation résignée dans la voix de l'enfant brisa un peu le cœur de Serena. Elle regarda Nathan, qui essayait de cacher sa propre douleur de ne pas pouvoir rester pour tout l'événement. « Et si je venais » dit Serena, s'adressant à Astrid. « Je veux dire, si ça va pour ton papa. » Le visage d'Astrid s'illumine comme Times Square. « Vraiment? Tu viendrais à mon école? » « Astrid, nous ne pouvons pas demander ça, » commença Nathan. « Je ne demande pas. Je propose, » dit Serena en rencontrant son regard. « Si ça te va, bien sûr. » Quelqu'un a choisi passa entre eux, une compréhension que cela concernait plus qu'une foire scientifique. C'étaient 2 familles brisées qui découvrent peut-être un moyen de s'aider mutuellement à guérir. Au cours des semaines suivantes, ce qui avait commencé comme une invitation à une foire scientifique devenu quelque chose de plus. Serena envoyait un message à Nathan quand Henri avait une nuit difficile, et il l'appelait avec des conseils et des encouragements. Nathan envoyait des photos des projets d'ingénierie d'Astrid, et Serena les partageait avec ses membres du conseil d'administration, perplexes, qui ne comprenaient pas pourquoi leur PDG s'intéressait soudain à la science de 2e année. Le jour de la foire scientifique, Serena arrive avec Henri dans un porte-bébé, ayant libéré tout son après-midi. Le projet d'Astrid était impressionnant, une maquette détaillée montrant comment les gratte-ciels utilisaient différents principes d'ingénierie pour rester debout. Mais ce qui frappa le plus Serena fut de voir Nathan avec les enfants, sa patience à expliquer des idées complexes en termes simples, la manière dont il s'assurait que chaque enfant se sente intelligent et capable. Pendant le goûter des parents, alors que Nathan devait partir pour sa réunion, Serena s'assit avec Astrid et aida à servir des cookies aux autres familles. Elle regardait cette petite fille, qui avait perdu sa mère, naviguer dans le monde avec tant de grâce et de bravoure, et elle pensait au genre de personne qu'Henri pourrait devenir avec des exemples comme celui-ci dans sa vie. Plus tard ce soir-là, Nathan envoya un message, « Astrid n'a pas arrêté de parler de ta salle au goûter. Merci de lui avoir offert ça, et merci pour les photos. J'ai détesté le manquer. » Serena regardait Henri endormi dans son berceau, Monsieur Cacahuète toujours blotti contre lui malgré les douzaines d'autres peluches qu'elle lui avait achetées. Elle a répondu, « Merci de m'avoir montré que je n'ai pas à faire ça seule. » Leur amitié se renforça au fil des mois. Nathan amenait Astrid dîner, et Serena découvrait la joie des repas en famille qui n'étaient pas bousculés entre des appels téléphoniques. Serena les invitait au pique-nique de l'entreprise, où Astrid charmait chaque cadre en posant des questions sincèrement intéressées sur leur travail. Henri et Astrid développèrent leur propre lien, la fillette se nommant elle-même sa protectrice et sa lectrice d'histoire. Un soir, presque après ce vol, Serena organisait un gala de charité pour la fondation de son entreprise. Elle avait invité Nathan et Astrid, insistant pour qu'ils soient ses invités personnels. Nathan avait protesté, disant qu'il ne possédait pas de fumée, mais Serena avait ri et dit que la soirée avait besoin de plus de vraies personnes et de moins de pingouins. En regardant Nathan aider Astrid avec sa robe de soirée, en le voyant naturellement prendre Henri quand le bébé s'agita pendant son discours, elle réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé dans sa vie. Les frontières rigides entre PDG et mère s'étaient dissoutes. Elle pouvait être les deux. Pas parfaitement, mais authentiquement. Pendant le gala, un membre de son conseil d'administration l'écarta. « Callahan, je dois dire que tu sembles différent ces temps-ci, plus ancré. C'est bon pour l'image de l'entreprise, cette approche familiale. » Serena regardait de l'autre côté de la salle où Nathan apprenait à Henri et Astrid un jeu de claquements de mains élaborés, tous 3 brillants. « Ce n'est pas une approche, dit-elle doucement. C'est juste la vie. » Le moment qui changea tout arrive 3 mois plus tard. Serena avait enchaîné les réunions toute la journée et sa nounou était tombée malade. Dans un moment de désespoir,
Elle appelle Nathan, qui offrit immédiatement d'aller chercher Henri à la crèche. Quand elle rentra enfin chez elle à 20h ce soir-là, elle trouva Nathan dans son salon, Henri endormi sur sa poitrine tandis qu'il aidait Astrid avec ses devoirs de mathématiques à la table basse. « J'ai préparé le dîner », dit-il simplement. « Rien de fantaisie, juste des pâtes, mais je me suis dit que tu n'avais probablement pas mangé. » Debout dans l'embrasure de la porte, toujours en tailleur et talons, regardant cet homme qui était entré dans sa vie sans agenda ni attente, Serena sentit les dernières de ses barrières s'effondrer. Ce n'était pas seulement de l'aide avec Henri qu'elle avait besoin, mais un partenariat. Quelqu'un qui était là non parce qu'il le devait, mais parce que c'était ce qu'on faisait pour les gens qu'on aimait. « Nathan », dit-elle, la voix épaisse d'émotion. Il leva les yeux, l'inquiétude envahissant immédiatement ses traits. « Ça va ? » « Je vais mieux que bien », dit-elle en s'approchant pour s'asseoir à côté de lui, faisant attention à ne pas réveiller Henri. « Je suis chez moi. » Astrid leva les yeux de ses devoirs, cette brillante sagesse de 7 ans allant sur 40 dans ses yeux. « Est-ce que ça veut dire qu'on est une famille maintenant ?» Nathan commença à la corriger, à expliquer les limites et l'amitié, mais Serena l'arrêta en posant une main sur son bras. « Qu'en penses-tu, Astrid ? Ça te plairait ? » La petite fille réfléchit sérieusement. Henri a besoin d'une grande sœur et papa a besoin de quelqu'un pour lui rappeler de manger des légumes, et toi tu as besoin de nous parce que Henri ne peut pas être enfant unique. C'est bizarre, les enfants uniques. Nathan rit, un fils riche et chaud. Astrid aussi rit, et Henri se réveilla en gazouillant joyeusement, et soudain, ils riaient tous. Le son emplissait le Penthouse qui avait été trop silencieux pendant trop longtemps. « On est déjà une famille », dit doucement Nathan en rencontrant le regard de Serena. « On l'est depuis ce vol. On a juste mis du temps à s'en rendre compte. » 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie à Central Park avec seulement quelques invités, Nathan et Serena échangèrent leurs vœux tandis qu'Astrid tenait Henri, qui marchait maintenant et était déterminé à courir après chaque pigeon en vue. Madison, l'hôtesse de l'air qui avait été témoin de leur première rencontre, pleurait ouvertement. Dans ses vœux, Nathan dit : « Tu m'as appris que la force n'est pas de tout faire seul. C'est d'avoir le courage de laisser les autres entrer. Tu as donné à Astrid une figure maternelle qui lui montre que les femmes peuvent conquérir le monde tout en dirigeant avec gentillesse. » Serena, qui avait mémorisé ses vœux comme une présentation, oublia chaque mot et parla du cœur à la place. « Tu m'as montré que l'amour n'est pas une question de perfection, mais de présence. Tu as donné à Henri un père qui enseigne par l'exemple que la douceur est la plus grande des forces. Tu m'as donné une famille alors que j'avais oublié ce que cela signifiait. » Alors qu'ils s'embrassaient, Astrid annonce fort. « Enfin. Tu sais depuis combien de temps j'attends ça ?» Les invités éclatèrent de rire. Et Henri choisit ce moment pour faire ses premiers pas vers eux, les bras tendus, comme s'il avait aussi attendu ce moment de plénitude. La presse économique s'en donna à cœur joie avec l'histoire. La reine de glace fond pour un père célibataire, titre un tabloïd particulièrement sensationnaliste. Mais Serena ne se souciait plus du récit que les autres créaient. Elle avait sa propre histoire maintenant, plus désordonnée et compliquée que toute stratégie d'entreprise, mais infiniment plus gratifiante. Au bureau, elle instaura de nouvelles politiques pour le congé parental et la garde d'enfants sur place, des politiques que certains membres du conseil d'administration grognaient comme nuisibles à la rentabilité, mais la productivité augmenta en réalité alors que les employés se sentaient plus soutenus, plus humains. Le cabinet d'ingénierie de Nathan prospéra avec les conseils commerciaux de Serena, bien qu'il insiste pour le garder assez petit pour pouvoir toujours aller chercher Astrid à l'école. 3 ans après ce vol fatidique, ils étaient assis dans la même cabine de première classe, voyageant cette fois ensemble pour des vacances en famille. Henri, maintenant un enfant de 4 ans plein d'énergie, coloriait tranquillement, tandis qu'Astrid, 11 ans et encore plus précoce, lisait un livre sur les femmes pilotes. Leur plus jeune, une fille nommée Claire, en l'honneur de la défunte femme de Nathan, dormait paisiblement dans les bras de Serena. Une jeune mère de l'autre côté de l'allée luttait avec un bébé qui pleurait. Sans hésiter, Nathan se leva, cette même présence calme prête à aider. Mais cette fois, Serena se leva avec lui.
On s'agère, dit-elle à la mère effrayée, se souvenant de sa propre terreur des années plus tôt. Entre nous, sur des milliers d'heures d'expérience avec les bébés qui pleurent. Première règle, respirez. Deuxième règle, rappelez-vous que chaque parent dans cet avion est passé par là. Astrid leva les yeux de son livre et sourit. Tu sais, dit-elle à Henri, c'est comme ça que papa et maman se sont rencontrés. Tu étais le bébé qui pleurait. Henri avait l'air horrifié. Pas vrai? Oui, dit Nathan. Tu faisais un bruit de sirène de pompiers. Regardant ses enfants se chamailler gentiment, regardant Nathan montrer à un autre parent la technique de portage qui les avait tous sauvés cette nuit-là, Serena pensa au chemin parcouru depuis ce premier vol. Elle était montée dans cet avion en tant que PDG, luttant avec un bébé qui pleurait, convaincue de devoir tout affronter seule. Elle en était descendue avec le début d'une famille dont elle ignorait avoir besoin. La voix du commandant retenue dans les haut-parleurs, annonçant leur descente vers Orlando, où ils passaient une semaine à Disney World, quelque chose que l'ancienne Serena aurait considéré comme une perte de temps de travail précieux. Mais elle avait appris que les souvenirs étaient la seule monnaie qui comptait vraiment, et que le succès ne signifiait rien si on n'avait personne avec qui le partager. Alors qu'il se préparait à atterrir, Nathan lui prit la main, leurs alliances captant la lumière. Des regrets? Exigea-t-il doucement. Serena regardait leurs enfants, Henri montrant ses coloriages à qui voulait les voir, Astrid maternelle la petite Claire avec la même confiance douce que Nathan avait eue avec Henri. Elle pensa à toutes les présentations qu'elle avait manquées, à tous les appels téléphoniques tardifs qu'elle avait déclinés, à toutes les façons dont sa vie était devenue à la fois plus petite et infiniment plus grande. Un seul, dit-elle en serrant sa main. Celui de ne pas avoir pleuré dans un avion plus tôt. L'avion se pose en douceur, et alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, bien plus nombreuses maintenant, les débris d'une vie pleine et chaotique, Serena aperçut leur reflet dans la vitre. Ils ressemblaient à n'importe quelle autre famille, un peu épuisée, définitivement fatiguée, mais indéniablement ensemble. La jeune mère qu'ils avaient aidée les abordèrent à la récupération des bagages. « Merci, dit-elle, les yeux brillants de larmes. Vous m'avez donné de l'espoir que ça s'améliore. » Pas plus facile, corrigea doucement Serena. Juste mieux. Tellement mieux. Alors qu'ils traversaient l'aéroport, Henri sur les épaules de Nathan, Astrid poussant la poussette de Claire tout en lui racontant une histoire sur des princesses courageuses qui dirigeaient des entreprises et des chevaliers courageux qui sauvaient les gens des incendies, Serena envoya son téléphone vibrer dans sa poche. Probablement un email urgent concernant une crise nécessitant son attention immédiate. Elle le laisse sonner. Elle s'occupait déjà de quelque chose d'urgent, cette belle, désordonnée, imparfaite vie qu'ils avaient construite à partir d'un moment de gentillesse dans un avion. Tout le reste pouvait attendre. Après tous, elle avait appris du meilleur que parfois les décisions professionnelles les plus importantes ne se prenaient pas dans les salles de conseil, mais dans le choix de se lever, de traverser l'allée, et d'offrir son aide à un inconnu qui pourrait bien devenir tout son monde. Alors qu'il marchait dans l'aéroport. Henri sur les épaules de Nathan, Astrid poussant la poussette de Claire en racontant des histoires sur des princesses courageuses qui dirigeaient des entreprises et des chevaliers qui sauvaient les gens des incendies, Serena sentit son téléphone vibrer. Un email urgent, sans doute. Elle le laisse sonner. Elle était déjà occupée à quelque chose de bien plus important, cette vie belle, chaotique et imparfaite qu'ils avaient construite à partir d'un simple geste de gentillesse dans un avion. Tout le reste pouvait attendre.